France's William Robert riding Red Bull Rampage. Maintain control. Here's an overspin, flat spin. Wow, digging in a little bit, but luckily he doesn't need. T'as Andrew Lacondegui qui est à côté de toi et qui te dit chaque année que je viens, ça me fait toujours aussi peur. Bon, tu te dis c'est pas possible. Enfin, je vais reprendre mon vélo et puis je vais rentrer chez moi. Quand je suis arrivé sur les anciens sites de la Rampage, je me suis dit waouh, c'est pas possible en fait. Et ouais, c'est des trucs que tu vois jamais en fait, même que chaque rider ne roule pas souvent. Mais ouais, sur le moment, moi je me suis dit waouh, attends les gars, s'ils roulent ça tout le temps, qu'est-ce que je fais là quoi en fait. Et c'est sûr, j'aimerais vraiment y reparticiper une deuxième fois, juste pour moi-même et puis de finir en gros ce que j'ai commencé, tu vois, ce que j'ai pas pu finir. William, merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Pour ce nouveau format d'en roue libre. T'es un peu le cobaye, t'es un peu le premier à tester ce format. Ouais, j'en suis même très content de tester, enfin d'être le cobaye pour ce premier format. Ah, génial. En tout cas, pour vous qui nous écoutez, sachez que comme je vous en avais déjà un petit peu parlé, En roue libre évolue vers un format donc déjà en présentiel, puisque je suis chez William dans sa maison, au bord de la cheminée, qui crépite et qui chauffe quand même pas mal. Ouais, ça, on va avoir un peu chaud quand même. Voilà, donc ça c'est cool. Bon, en tout cas, on n'a pas froid. Et donc voilà. Donc comme je vous l'ai annoncé, je passe en présentiel. Et l'idée c'est d'avoir des échanges encore plus riches, encore plus, on va dire profonds avec les gens avec qui je participe. Et j'espère que vous qui nous écoutez, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et également sachez que cet entretien est disponible sur la chaîne YouTube d'En roue libre et comme ça vous allez avoir des images, vous allez avoir pas mal de vidéos de William pour vous rendre compte de ce qu'il fait. William, bon, pour permettre à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent et peut-être qui nous regardent, pour leur permettre de savoir qui tu es, est-ce que tu peux nous faire une présentation de qui t'es Ouais, et moi c'est William Robert du coup. J'ai 30 ans malheureusement et je vis en région parisienne, côté Fontainebleau à 5 minutes et voilà, et je suis freerider professionnel, enfin je dirais plutôt athlète en vélo de descente, parce que bon, freerider c'est quand même ça parle pas à tout le monde, mais voilà, c'est mon domaine, c'est le vélo. Le vélo, excellent. Comment t'es tombé dans le vélo? Qu'est-ce qui a fait que t'es arrivé dans ce milieu? C'est tout bête. En fait, si tu veux, quand j'étais petit, mon voisin faisait du motocross, qui est devenu champion du monde de motocross. Et moi, mes parents, en fait, m'ont pas forcément mis dans le milieu de la moto. Et voilà, j'avais construit quelques petites bosses avec mon VTT à l'époque. Et on faisait du vélo de temps en temps après l'école, dans le champ à côté de la maison. Et puis moi, du coup, je me suis jamais mis dans le motocross et je suis resté dans le milieu du vélo et c'est parti de là, quoi. Et parce que t'habites, donc t'as toujours habité près de Fontainebleau? Alors avant, j'habitais un petit peu plus à l'écart de Fontainebleau, mais bon, oui, à une demi-heure. Mais oui, j'ai toujours été dans la région parisienne. Parce que c'était qui tes inspirations à l'époque? Parce qu'on se met pas au VTT. Comme ça, il y a toujours un contact avec quelqu'un qui t'inspire ou le pote du machin du frère qui fait du vélo. Toi, c'était quoi? Il y a une personne en particulier qui t'a mis? Vraiment, quand j'étais petit, il y avait pas. Enfin, pour moi, en fait, il y avait pas de milieu dans le vélo. En fait, c'était vraiment, j'avais mon VTT et puis je faisais les petites bosses et je connaissais pas du tout le milieu, quoi. Je faisais ce que j'aimais. Et en fait, après, voilà, tu grandis, tu rencontres de nouvelles personnes qui sont aussi dans le milieu, qui aiment le milieu. Et après, de là, il y a Internet, tu vois des vidéos. Et vraiment, on va dire les pionniers qui m'ont inspiré, c'était, surtout dans le milieu du VTT, c'était le Costal Crew, quoi. Ok. Ouais, Donc, vraiment, c'est ça qui m'a donné l'envie de
de faire un peu du freeride, des jumps, et surtout de la vidéo, quoi. Est-ce qu'il y avait un style particulier qui t'a inspiré? Est-ce que c'est de là que tu tires toi ton style qui est avec beaucoup d'amplitude, pas forcément des tricks très techniques au sens où des petits trucs très techniques, mais plutôt de l'amplitude. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que tu avais d'autres inspirations? Bah, c'est vrai que moi, tu vois, je suis pas vraiment dans le milieu technique à faire des milliers de looping ou tu vois des rotations à 1000 feux là. Mais oui, c'est plus le style, et en fait, je pense que ça vient un peu du milieu de la moto, parce que du coup, je suivais quand même beaucoup le milieu de la moto, et tu vois tout ce qui est scrub et choses comme ça, ça vient vraiment de ce milieu-là. Et moi, c'est ce que j'aimais en fait, essayer de faire des trucs un peu moto, mais avec mon vélo, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'en moto, t'as pas de gros tricks. Par contre, t'as des gros whips, Ouais, c'est exactement liés ça, en au fait. poids de la moto, quoi. Ouais. Ok. Et voilà, en fait, c'est vraiment parti de là. Et puis, bah, après, forcément, bah, il y a quand même quelques tricks on va dire, qui sont un peu issus du freestyle, puisqu'au final, ça se ressemble, hein. C'est un mix entre de la moto cross et du freestyle moto. Et en fait, bah, on allie les deux, quoi. Enfin, en fait, pour moi, c'est ça. J'ai allié les deux ensemble, quoi. Ok. Mais t'as roulé en moto, toi? J'ai fait du motocross, bah, du coup, pas dans mes plus jeunes âges, mais on va dire à 17 ans, 18 ans, j'ai eu ma motocross, et puis j'en ai fait quelques années. Et en fait, après, bah, j'ai dû choisir à l'époque entre faire du vélo et de la moto, parce que forcément, c'est deux milieux qui coûtent quand même assez cher. Et quand on n'est pas encore professionnel, bah, on achète tout, hein. Et moi, je me suis dit, bah, ouais, mon truc, c'est le vélo, quoi. La moto, j'aime bien, mais je pense que j'ai plus le niveau dans le vélo, parce que ça fait tellement plus longtemps que j'en fais que voilà, je me suis dirigé là-dedans. Ok. Et t'as fait du BMX un peu aussi? Alors, j'ai fait du BMX, oui. J'ai fait beaucoup de BMX, une dizaine d'années, en fait, en trail. J'ai jamais fait de BMX race. Et en fait, voilà, c'est surtout, j'ai fait beaucoup de BMX. Ensuite, je suis venu au VTT quelques années. Je suis revenu au BMX, et après, j'ai rebasculé VTT. Et puis là, je suis resté au VTT. Ok, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même une grosse inspi trail BMX. Énormément, en fait. Ouais. En fait, moi, avant ma Coastal Crew, avant les vidéos de VTT, c'était vraiment BMX, quoi. BMX à fond. Je suivais un peu toutes les vidéos, tu vois, de trail en BMX. Tu vois, pour moi, les inspi, c'était un peu Chizok, les gars comme ça, Mike Etken. Bon, malheureusement, après, il a eu son accident, mais voilà, ça a été des gars comme ça. Et pour moi, je pense, mon style vient un peu aussi du BMX, parce que le BMX trail, c'est quand même très technique, et en fait, ça demande d'être le plus propre possible. Quand tu es un BMX, voilà, tu n'as pas d'erreur, quoi. Tu te mets un peu long sur une bosse ou un peu court, c'est fini. Et je pense que on va dire la propreté vient de là, quoi, en fait. Alors, pour ceux qui connaissent pas le BMX trail, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? C'est tout bête, hein. C'est voilà, un grand terrain avec des bosses en terre, principalement, et c'est des bosses très raides, qui sont assez rapprochées, qui sont pas extrêmement longues. Bon, il y en a quand même qui sont très longues, mais c'est vraiment, on va dire, pour chercher la hauteur, et c'est voilà, des tas de terre très raides, tout simplement, okay. Quoi. On vous mettra quelques images de BMX trail dans la. C'est tellement toujours compliqué à expliquer, tu sais, aux gens qui connaissent pas. Toi, dans ta tête, c'est tout tracé, c'est super simple, mais quand les gens connaissent pas, ouais, c'est pas évident. Ouais. Alors le BMX trail, l'expérience que j'en ai, c'est effectivement des gros champs de boss, donc Sucy-en-Brie par exemple, qui était qui est d'ailleurs toujours un des plus beaux champs de boss, qui est à Sucy-en-Brie, donc en région parisienne. Et oui, effectivement, là, c'est la propreté, c'est l'école de la propreté, parce que le saut, il fait, je sais pas, parfois 8-10 mètres, et que tu es obligé de viser au mètre près pour atterrir, à 1 mètre près, en fait, c'est tu t'éclates ou tu passes le jump, quoi.
Et puis c'est surtout qu'en général, c'est une discipline qui se fait vraiment que l'été. Enfin, tu vois, l'hiver, même si pourtant il bâche toutes les bosses. Du coup, bah, la terre est extrêmement dure parce que elle prend jamais l'eau. Enfin, le peu d'eau, c'est pour arroser avant de rouler pour pas que ça s'effrite. Mais du coup, la terre, c'est comme du béton. Et en fait, l'idée, c'est un peu de l'art parce que, ben, comme tu dis, c'est des champs de boss énormes. T'as l'impression que tout est taillé au laser, quoi. C'est tout carré. Donc ouais, la moindre erreur, tu te mets un peu court. Bah, t'y laisses tes 2 chevilles et puis ta roue arrière, quoi. Ok, donc on comprend bien. Je pense que ça aide bien à comprendre le background et aussi le côté propreté de ton style qui est assez unique puisque t'as aujourd'hui une sorte de signature tricks qui est le 3-6 flat spin. Ouais, c'est vrai. Qui est le truc pour lequel les gens te connaissent et te reconnaissent et c'est un truc que tu peux sortir sur à peu près n'importe quel boss. C'est vrai que maintenant, oui, ça commence à être un tricks que ouais, je fais à peu près sur toutes les bosses, quoi. Et pour moi, en fait, à l'époque, ça a été, c'était vraiment un peu le dream tricks pour moi, quoi. Et maintenant de le faire, c'est comme si je faisais une bosse en sautant droit, quoi. Non, c'est vraiment un truc que je fais tout le temps, quoi. Ce qui est génial en plus avec ce trick, c'est qu'en fait, il est indémodable. Ouais, c'est génial. Bah, pour moi, des fois, je me le dis moi-même, tu vois, je me dis, ben, peut-être que les gens doivent en avoir marre de me voir faire ça tout le temps, quoi. Et en fait, bah, à chaque fois qu'on est sur un endroit pour shooter ou quoi, genre, j'ai l'impression que le caméraman ou le photographe est toujours aussi époustouflé, donc à croire que non, le trick, il est pas démodable. En plus, c'est cette espèce de petit entre-deux entre un flip presque. Enfin, c'est un peu ça. Hein. Au final, c'est vraiment, ouais, comme tu dis, entre un flip et un 360, et c'est un 360 désaxé, quoi. Si en plus tu mets un petit tabletop sur la verticale, du coup, c'est... Ouais, c'est... Non, ouais, c'est quand même un beau trick, ça. Je me rappelle c'était Antoine Bizet, on avait filmé une vidéo avec lui, et en gros, il partait, on donnait les noms des tricks qu'il devait faire sur la bosse, et en gros, allez, flat spin, puis en fait, il s'était même pas rendu compte qu'il était parti en flip. Tu vois, genre, en fait, dans sa tête, c'est sensiblement la même chose, quoi. C'est marrant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est génial. Et je pense que ça, c'est ce genre de figure qui se démode jamais, enfin, qui... en tout cas, pour moi, tu vois, c'est un peu comme les whips. Bah, tu peux voir des énormes whips et je pense que c'est toujours aussi beau, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc, il y a des tricks comme ça, ouais, qui sont, je pense, comme tu dis, indémodables, quoi. Enfin, ils sont, c'est vraiment... ouais, figure de style, quoi, et c'est là, et c'est beau, quoi, à voir, ouais. Ouais. À l'époque, c'était les X-Up. Tu faisais un X-Up. Bon, maintenant, t'en vois plus trop, c'est tellement... Ah, tu vois un X-Up, mais dans un twister, enfin, un truc qui tourne dans tous les sens, quoi. Ouais. Je deviens vieux. Ok. Ah, bon, donc toi, quand t'as commencé, si on revient un peu avant, donc toi ici en région parisienne, tu faisais ce qu'on pouvait appeler ici chez nous, enfin parce que moi j'habite aussi en région parisienne, donc un peu de la DH, de l'enduro, enfin en tout cas profil descendant. Toi, c'était plutôt ça ton truc. T'as commencé par entre guillemets ça, et ensuite t'as switché sur des pratiques freestyle. Tu veux dire par rapport au VTT Ouais, en VTT, ouais. C'est vrai que les débuts VTT, pour moi, en fait, ça a vraiment été... si tu veux, j'étais vraiment focalisé descente. Et du coup, j'ai commencé à essayer de faire quelques courses de vélo de descente. Okay. Comme quoi, par exemple La DH de Breuil, dans le Morvan. Bien sûr. Je l'ai fait 2 fois. Et une autre, je me souviens plus du tout du nom. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi, en fait. Enfin, j'avais pas du tout le physique pour ça, parce que on vit dans une région où est-ce que malheureusement tu descends pendant 20 secondes. Ouais. et quand tu arrives sur une course qui dure 3 minutes, ben, t'as pas du tout le physique pour, en fait. Et puis Breuil, c'est technique. Ouais, aussi. Voilà, c'est technique. Et c'était très sympa, hein. Franchement, j'avais adoré. Hein. Mais en fait, ben, je voyais quand il y avait des sauts dans la partie descente, dans la course,
j'adorais quoi. Et c'est là où je me suis dit ouais, moi ce que j'aime en fait c'est sauter quoi. C'est juste sauter et puis après j'ai commencé à apprendre à faire des figures et vu que je viens quand même du BMX trail, ben voilà, c'est que des jumps, hein. Il y a pas de t'y vas pas pour la course. Donc en fait ça m'a toujours suivi puis ouais, après je me suis vraiment dirigé dans que les jumps. Ok, donc c'est vraiment la convergence de enfin le VTT freestyle, enfin tout ce qui est saut finalement, c'est ton intérêt et ta pratique motocross plus le BMX. Et finalement pourquoi le VTT en fait, c'est-à-dire que tu aurais très bien pu continuer à rouler en BMX, qui est un sport qui est extrêmement entre guillemets simple, qui est visuellement très cool. Pourquoi le VTT en fait En fait, Pourquoi les grandes roues ouais, en vrai, c'est une très bonne question, mais je pense que depuis que je suis petit, j'adore vraiment toucher à tout, tu vois. Et quand j'étais petit, je faisais du skate, et pour moi, voilà, je voulais faire du skate plus tard. Puis ensuite, après, j'ai eu le vélo, et je pense, il y a eu le BMX, et puis ensuite, après, j'ai pu voir ce qu'on pouvait faire avec un VTT, et c'est là où est-ce que j'ai vu l'évolution en fait du VTT. Et c'est vrai que c'est bête, mais maintenant avec un VTT, tu peux faire des sauts bien plus gros qu'en BMX, quoi. Même si en BMX, ça reste quand même gros. Ils ont fait des trucs. Mais tu vois, par exemple, je prends l'exemple du Loose Fest en Belgique. Ah, tu le ferais pas en BMX. Donc, Alors, en fait. le Loose Fest, rappelons quand même ce que c'est. Tu peux décrire un peu ? Alors, le Loose Fest, c'est des boss, c'est quasiment les plus grosses boss du monde, hein. Et qui font entre 23 et 28 mètres, je dirais. Donc ouais, ça commence à faire de la sacrée bosse. et voilà, en fait, je pense que c'était vraiment ça l'idée de dépasser, je sais pas, l'adrénaline peut-être, quelque chose comme ça. Puis de faire les plus grosses bosses possibles, de voir jusqu'où on peut aller, en fait. Ouais. Et puis maintenant, c'est d'essayer de les trickser, quoi. Ouais. Avant, c'était juste d'essayer de les sauter. Puis maintenant, c'est de les trickser, quoi. Alors, toi, sur ce Loose Fest, donc toi, c'était sur la quoi ? La troisième ? Non, attends, c'était la deuxième grosse du milieu. Toi, la troisième. La troisième, ouais. Donc toi, tu fais flip dessus ? Je fais flip et j'ai fait des flat spins aussi. T'as fait donc, flat spin. il fait quand même, je crois, 25 mètres. Donc ouais, ça commence à être pas mal. C'est débile. Et c'est marrant parce que justement, je me demandais si sur une bosse comme ça, le mouvement 3-6, si c'était quelque chose, le 360, est-ce que ça pouvait passer sur une si grande distance, mais surtout à une si grande vitesse de rotation des roues, quoi. Alors tu vois, je pense que c'est pour ça qu'il faut le faire en flat spin, parce que en 360, je pense que ça serait pas possible. On arrive tellement, je vais pas dire de bêtises, hein, mais je pense qu'on doit arriver à 60 km/h sur la bosse. Donc je pense scientifiquement, ça serait pas possible de partir en 360 à cette vitesse-là. Et c'est pour ça que je pense que je le fais en flat spin, et puis parce que peut-être que je suis meilleur en flat spin qu'en 360. Puis encore une fois, c'est ta signature. Voilà. Et puis oui, pour moi, c'était un peu le rêve, tu vois, de se dire, il y a encore personne qui l'a posé là, c'est cool, quoi. Tu vois, on représente la France en disant, voilà, on est français, on l'a représenté comme ça, je suis le premier à l'avoir fait, et je trouvais ça cool, quoi. Même pour ma fierté, c'était surtout pour ça, quoi, en fait. Juste pour ma fierté de me dire, au moins une fois dans ma vie, je l'ai fait, et puis bon, au final, je l'ai fait 3 fois. C'est ouais, et puis en plus devant tout le gratin, quoi. Ouais. Parce que, si on refait un peu le parcours, donc t'es pilote francilien, on n'est pas forcément trop non plus aidé avec l'environnement autour de nous, parce qu'on a l'ONF qui nous emmerde pour plein de trucs. Donc pour creuser des bosses, c'est pas forcément très simple. Et là, du coup, en tant que pilote francilien, t'arrives sur le plus gros événement avec les plus grosses bosses du monde, avec le plus gros plateau. Ouais. Et là, tu lâches le truc le plus improbable. Alors déjà, tu fais flip sur cette bosse qui fait 33. Ouais, 25. 25, pardon, ouais. Et là, flat spin. Et du coup, t'as toutes tes idoles presque
à côté. Enfin, Ouais, c'est bon. Après, dit comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression que ça s'est fait direct, mais tu vois, il y a quand même eu une première année où est-ce que j'ai été invité par Nico. Enfin, il m'avait déjà invité plusieurs fois, mais j'avais jamais pu avant. Et là, bah, ça s'est fait. Et je t'avouerais que quand je suis arrivé là-bas la première fois, non, c'était pas comme ça, hein. C'était, bah, je pense que je peux pas sauter, je peux pas sauter ça, quoi. C'est beaucoup trop gros en fait. Surtout quand tu as t'as Andrew Lacondegui qui est à côté de toi et qui te dit chaque année que je viens, ça me fait toujours aussi peur. Moi, tu te dis bah c'est pas possible. Enfin, je vais reprendre mon vélo et puis je vais rentrer chez moi. Enfin, qu'est-ce que je fais là en fait? Et puis bah la première année, ouais, c'était juste incroyable de sauter les bosses déjà. Et la deuxième année où est-ce que je suis revenu, ouais, premier jour, je fais un flip sur la bosse là de 25 mètres. Et pour moi, c'était déjà incroyable. Et puis bah, à la fin du séjour, ouais, je fais un flat spin, quoi. Donc, ouais, émotion au max, quoi. J'ai même pleuré et tout, arrivé en bas, quoi. parce que là, qu'est-ce que tu ressens au moment où, par exemple, tu te lances, tu t'es là au start, tu te dis bon, ben là c'est le run et c'est là où je vais le faire. T'es comment dans ta tête? Enfin, Ben, alors, ça, en fait, tu vois, ça serait mes potes caméraman avec qui je filme qui pourraient dire ce que je fonctionne comme ça. En général, je dis rien. Et, euh, et ça vient d'un coup, quoi. Et des fois même, c'est quand j'arrive devant le kick que je me dis c'est maintenant, quoi. Donc je pourrais pas te dire comment ça fonctionne là-haut, mais après voilà, quand je sais plus ou moins quand je suis en haut le moment que ça va le faire, mais je sais qu'il y a des moments, ouais, j'arrive devant la bosse et 2 secondes avant de commencer à sauter, c'est là où je me dis bah c'est maintenant qu'il faut le faire, quoi. donc tu te prépares. Enfin, est-ce que, par exemple, tu arrives et tu dis c'est ce run-là, ou alors où tu laisses venir le flow et tu dis, comme tu viens de me le dire, mais ok, c'est bon, là je vois la bosse, je le sens bien et tout, c'est parti. En fait, moi j'aime bien fonctionner en laissant un peu le feeling, tu vois. Parce que bah déjà, tu as une pression, parce que tu te dis, ben, tu vois, j'ai envie de le faire, mais je sais pas, enfin, forcément, dans ta tête, tu as quelque chose qui te dit, waouh, c'est super dangereux, non, oublie. Mais d'un autre, ben, tu te dis, ouais, j'ai envie de le faire. Et pour moi, au final, c'est vraiment le feeling, tu vois, ça vient, sauf que c'est un feeling qui, pour moi, est préparé. Enfin, tu sais que ça va, moi, je me dis dans ma tête, ça va fonctionner parce que j'ai tellement peur de la chute que dans tous les cas, je me dis ça va fonctionner en fait. Il n'y a pas de je sais le faire ailleurs, bah ça passera aussi ici, quoi. Et comment tu gères justement ce côté prise de risque? Parce que tu aujourd'hui, t'as une grande expérience, tu sais les risques que tu prends, tu vois des gens qui se crashent, à qui il arrive des choses. Comment est-ce que toi, tu arrives à te créer une bulle par rapport à ça? Comment tu te crées un environnement qui est propice justement à cette prise de risque maîtrisée? Bah, moi, j'avoue que j'ai quand même une grande peur. Peut-être que je le montre pas, mais j'ai vraiment une grande peur je sais pas, de la blessure, de la chute, enfin, de tout ce qui peut se passer derrière. Et du coup, ouais, j'essaye de vraiment me préparer mentalement par rapport à ça. Et je bosse beaucoup avec une amie qui en gros, ma coach mentale et qui m'aide en fait beaucoup sur ça, quoi. Tu vois, des fois, ça peut arriver quelques semaines avant que je parte pour un événement, ben, en fait, je me mets le track tout seul, quoi. Je commence à me mettre une pression, à me poser des questions, alors que ouais, ça se trouve, ça va être juste tranquille, et puis voilà. Donc, ouais, au final, j'arrive à gérer la peur, mais ouais, elle est là, quoi. Hmm. Et alors, est-ce que tu as des techniques justement? Est-ce que tu as ça représente quoi en fait le travail que tu fais? Et très concrètement, tu te prépares pour cet événement. Quelles sont les routines, les exercices que tu mets en œuvre justement pour... Ben,
j'essaye pas forcément de me mettre, tu vois, d'exercices en tête, tu vois, à me dire, bon, bah, chez moi, sur mon terrain, il va falloir que je m'entraîne à faire ça plusieurs fois pour pouvoir, le jour J, sur l'événement, savoir faire ça. Je ferai vraiment au feeling et quand je vais rouler, je me dis que bah, c'est un peu pour moi. Et puis bah, quand je vais sur l'événement, avant d'y aller, je me dis qu'au final, bah, on verra là-bas, quoi, en fait. On verra une fois là-bas et puis si tout se passe bien, si je me sens bien, bah, au final, bah, ça va le faire, quoi. Tu fais de la visualisation, par exemple? Alors ça dépend sur quoi. Ouais, on a déjà fait, enfin avec ma coach, ou est-ce que sur certains tricks, tu vois, je suis pas forcément à l'aise. Enfin, pourtant je l'ai fait, je les ai, mais tu vois, j'ai toujours la peur. Par exemple, c'est bête, mais un 3-6 drop, j'ai toujours la peur, tu vois. Même maintenant, j'ai la peur, alors que pourtant je sais faire. J'en ai fait vraiment beaucoup. Je suis tombé qu'une seule fois. Mais la peur est toujours là à chaque fois d'y aller. Et du coup, ben, ça m'arrive de faire de la visualisation, tu vois, de vraiment me dire, de tout décortiquer, comment ça va se passer et qu'est-ce qui va se passer en fait. Et de le faire, comment dire, bah, pour que tout roule bien, quoi, en fait. Donc au final, ouais, je visualise vraiment le truc de A à Z, quoi. Ok. Et donc tu sens que ça t'aide et que ça te permet d'arriver sur le spot ou je sais pas le drop en particulier et de Bah, mieux le voir. clairement, hein, pour moi, je pense que ça aide beaucoup, hein, parce que au final, je pense qu'on utilise une toute petite partie, tu vois, du cerveau. Et en fait, pour moi, il y a l'entraînement, mais il y a aussi beaucoup le mental. Enfin, par exemple, pour un 3-6 drop, bah, mentalement, si tu y arrives, si tu le visualises, pourquoi tu n'y arriverais pas en vrai, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu n'y arriverais pas? Donc, au final, pour moi, c'est une grande partie mentale. Ok. Et parce que ouais, la seule différence entre la visualisation et le fait que tu le fasses, après c'est la coordination, Ouais, et le voilà. moment, et C'est puis ça, hein. puis avoir la position sur le vélo. Donc t'as d'autres exercices comme ça, d'autres choses que tu peux faire. Je sais pas, par exemple, imaginons, on reprend le Loose Fest. Est-ce que, par exemple, je sais pas, tu fermes les yeux, tu visualises, ou tu essayes de te représenter, ou de calmer, tu fais des exercices de respiration, des choses comme ça, ou... Ça m'arrive aussi de faire ouais, des exercices de respiration tout bêtement, tu vois, avec des applications que tu peux avoir sur le téléphone. Et j'ai fait beaucoup l'année dernière, par exemple, tu vois, sans même que je sache encore que j'aille à la Rampage. Mais je m'étais vraiment préparé, en fait, à ce que ce moment il arrive, que j'aille à la Rampage. Et du coup, ben, ça m'a servi aussi pour plein d'autres événements comme le Loose Fest, comme tous les autres événements, en fait, tu vois, de vraiment ouais, savoir respirer, en fait. Parce que quand tu as la pression qui arrive, ben, je pense que tu te perds vite dans ta respiration. Et quand tu te perds dans ta respiration, bah forcément, tu te grilles aussi des cartouches pour côté physique, quoi. Donc, ouais, côté respiration, c'est aussi très important. Ouais. Ok. Alors, on va switcher sur la Rampage, justement, qui est un gros morceau. Toi, la Rampage, donc, qui est un événement enfin, planétaire aujourd'hui, C'est clair, ouais. des gens qui n'y connaissent pas grand-chose au vélo voient passer la Rampage avec ces gens qui se balancent du haut des montagnes, comme je peux le dire. Ouais, bah ouais. Est-ce que tu peux nous présenter justement la Rampage? Qu'est-ce que c'est et comment t'en es arrivé à participer à cette compétition? Bah, c'est vrai que c'est assez marrant comment tu le dis, parce que c'est aussi comme ça qu'on le décrit, en fait, aux gens qui connaissent pas vraiment la Rampage. Tu vois, on leur explique qu'on fait du freeride, ils connaissent pas forcément. Et puis on leur dit juste, bah, vous savez, les vidéos dans les falaises, où est-ce qu'on les gars sautent des falaises en VTT. Et puis bah là, ça leur fait tilt direct, et ils voient directement ce que c'est l'événement. Et donc pour en venir à ça, ben ouais, c'est un événement, enfin c'est le plus gros événement freeride VTT au monde. Et l'idée, en fait, c'est pendant une semaine, on construit sa ligne d'un point A à un point B, quoi, jusqu'à l'arrivée.
On a une semaine avec 2 autres diggers, donc 2 personnes qui viennent nous aider pour creuser. Et voilà, on doit construire notre ligne à la main pendant entre 7 et 8 jours. Et ensuite, le lendemain, bah, c'est la compétition où est-ce qu'on doit prendre notre piste qu'on a construite en faisant des tricks si possible. Et alors, pourquoi est-ce que c'est important de participer à la Rampage? C'est important parce que c'est le seul événement, enfin c'est la seule compétition freeride au monde. Et puis bah c'est aussi le graal de la compétition parce que voilà, il y a que 18 riders au monde qui peuvent y participer. Donc c'est très minime, hein. Et puis c'est l'un des événements, enfin c'est l'un des événements les plus regardés en fait au monde, je pense. Après, je crois la Formule 1 ou quelque chose comme ça. Et pour nous en tant que freerider, ben c'est encore une fois c'est le Graal. Donc forcément d'y participer, c'est un rêve. Et toi, ça fait longtemps que tu veux participer ou je sais pas, qu'est-ce qui t'a donné, enfin déjà c'est quand est-ce que c'est la première fois que tu as vu la Rampage? Est-ce que tu t'es tout de suite dit c'est ça qu'il faut que je fasse? Alors la première fois que j'ai vu la Rampage, je pourrais plus te dire à quel moment c'était parce que je m'en souviens plus. Et puis maintenant ça commence à faire quelques années que ça existe. Et non, quand je pense que je les ai vus pour la première fois, c'était pas dans mon objectif quoi. C'était waouh, c'est dingue, mais je me suis jamais dit je le ferai un jour. Enfin en tout cas j'aurais envie d'y participer un jour. Et après quand je me suis vraiment mis au VTT, que j'ai commencé à devenir pro, bah forcément j'avais qu'une envie, c'était d'y participer quoi. Et il m'a fallu quand même beaucoup d'années avant d'y arriver. Et voilà, ça a été beaucoup de préparation, beaucoup de vidéos, parce qu'en fait, pour se faire inviter, ça fonctionne beaucoup sur vidéo, alors qu'il y a très longtemps, c'était sur qualification. Et voilà, c'est aussi pour ça que je faisais tout un tas de vidéos pour essayer d'avoir ma chance. Et l'année dernière, ça l'a fait. J'ai eu ma chance. Je pense aussi parce que j'ai été en Utah plus tôt l'année dernière, en avril, où est-ce que j'ai fait une vidéo là-bas et qui, je pense, m'a permis d'être invité à la Rampage. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait cette vidéo en Utah a été particulièrement déterminant dans le fait de vendre ton dossier? Parce en fait, on a un peu l'impression, effectivement, que c'est très américain comme contest. Forcément, les Américains sont chez eux et il y a une scène américaine, enfin en tout cas nord-américaine, entre les Américains et les Canadiens. Et du coup, en tant qu'Européens, on est un peu le vieux continent et tout. Et alors, je sais pas, on a l'impression que en faisant une vidéo en Utah, du coup, tu montres que tu montres un peu patte blanche et tu fais les trucs à la manière des Américains. Je sais pas, est-ce que tu avais ce ressenti-là ou est-ce que c'est... Alors en fait, je pense ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent voir, c'est que tu es capable en fait de pouvoir participer à la Rampage, de pouvoir rouler ces falaises, ce type de terrain en fait. Et je pense que en tant qu'Européens, ils ont un petit peu de mal si t'as pas été là-bas, parce que tu vois, ils se disent vous en Europe, vous avez pas d'endroit comme ça en fait. Et certes, je suis d'accord, on n'a pas d'endroit comme ça, mais on a des endroits où est-ce que c'est bien pire à rouler en fait. Tu vas juste dans les Alpes, tu prends des freerides à Morzine ou des choses comme ça, et c'est clairement plus raide que ces choses-là en Utah, hein. Mais c'est juste, il n'y a pas d'arbres, donc forcément, tu vois vraiment tout, c'est tout ouvert, et tu as l'impression d'une grandeur, que c'est démesuré, alors que chez nous, c'est plus condensé, c'est avec des arbres, et forcément, tu as moins ce repère de pente super raide. Donc oui, je pense que c'est important d'y aller, de faire des images, de pouvoir leur montrer que tu es capable de rouler et d'y participer.
Et après, ouais, c'est pas la seule chose qu'ils veulent voir aussi. C'est voir ouais, si t'es capable de vraiment faire des trucs où est-ce que tu vas pouvoir te surpasser aussi, quoi. C'est aussi ça. Hein. Et alors, t'as regardé un peu comme tout le monde la Rampage depuis, derrière ton écran. Ouais. Mais quand t'es arrivé là-bas, c'est-à-dire, tu vois le spot, qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, moi, déjà, j'avais été une première fois en 2019 pour filmer, justement, pour déjà faire une première vidéo et essayer d'y participer du coup en 2019. Malheureusement, ça l'a pas fait. Mais du coup, j'avais déjà un premier regard, tu vois, et j'avais déjà une première connaissance du terrain. Et donc, pour en revenir, la première fois où est-ce que j'ai été là-bas, donc en 2019, c'est sûr que je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Quand je suis arrivé sur les anciens sites de la Rampage, je me suis dit waouh, c'est pas possible en fait. En fait, c'est beaucoup trop gros. Et ouais, c'est des trucs que tu vois jamais en fait. Même que chaque rider ne roule pas souvent en fait. Roule quasiment que à la Rampage parce que c'est la compétition et c'est là où est-ce que tu dois te surpasser. Donc tu te surpasses pendant une semaine, c'est tout. Mais ouais, sur le moment, moi je me suis dit ouais, attends les gars, s'ils roulent ça tout le temps, qu'est-ce que je fais là quoi en fait. Et du coup oui, la première fois ça a été impressionnant. Et quand je suis retourné du coup l'année dernière en avril pour filmer mon autre vidéo, je connaissais le terrain et je savais plus ou moins, tu vois, ce qu'il fallait faire quoi en fait. Donc ouais, donc tu t'es dit en fait t'as eu ce petit moment de pour t'adapter aussi à l'environnement et à te dire bon ok, je vais me faire un peu les crocs je vais me faire la main sur une ligne sur un je vais me faire la main sur une ligne et puis je vois un petit peu et puis finalement en fait cette peur s'est un peu dissipée finalement. Elle s'est pas dissipée parce que elle était c'était quand même présent, hein. Mais c'est juste, tu vois, j'y suis allé en me disant, je vais faire les choses que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai vu, c'était les lignes des autres et c'était ce que les autres avaient envie de faire. Donc, pour moi, je pense que quand tu vas à la Rampage, quand tu participes à la Rampage, au final, tu fais la ligne que tu as envie de rouler. Tu la fais pas pour les autres, tu la fais pas pour le public. Mais forcément, il faut que tu arrives à te surpasser, quoi. Et c'est là où c'est très très dur, quoi. Et c'est là où tes exercices de prépa mentale doivent être assez intéressants parce que justement repousser la peur, essayer de sortir de sa zone de confort pour se rendre compte que finalement tu peux le faire. Enfin, essayer de reconnecter un peu les points par rapport à tout ce que tu as déjà fait avant et te dire en fait bon, c'est un environnement qui est différent, qui effectivement il n'y a pas d'arbres, les dimensions sont autres, mais en fait ce drop techniquement j'ai déjà fait. C'est exactement, enfin tu viens de tout dire en fait. Nous on n'a pas ce type de terrain de jeu et du coup on est un peu perdu en fait quand on arrive là-bas. Même si tu vois, j'y ai déjà été 3 fois maintenant, mais quand tu reviens, t'as quand même ce petit temps d'adaptation. T'es obligé de te remettre un peu dans le bain. Comme tu dis, t'as pas d'arbre et ça c'est vraiment déstabilisant parce que t'as aucun point de repère en fait sur la vitesse, sur la grandeur, alors que comme tu l'as dit, en fait ce drop, ouais, je l'ai déjà fait au milieu des arbres, et en fait c'est ridicule. Mais c'est juste là t'as un aspect de grandeur en fait. Quand tu regardes de loin, tu vois des kilomètres et en fait t'as vraiment l'impression de chute libre quoi. Tu te dis ouais, si j'ai un parachute en fait c'est ça quoi. C'est l'idée. Mais ouais, c'est juste grandeur nature quoi. Et effectivement, le fait de ne pas avoir de repères visuels en termes de distance, tu as peu d'éléments sur lesquels tu peux te raccrocher quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu sais si c'est à 50, à 25 ou 50 mètres, effectivement un arbre, quand tu as l'habitude, tu vois les distances. Là c'est plus compliqué. Je pense que ça vient vraiment tu vois, comme je te dis, en fait, avec le temps d'adaptation, quand tu commences à arriver là-bas et
Et en fait, je pense que le cerveau assimile tout seul ces choses-là, en fait. Les premiers jours, c'est là où c'est un peu compliqué. Mais tu passes une semaine et là, le cerveau, je pense qu'il comprend assez rapidement, en fait. Et puis, je pourrais pas te dire comment ça fonctionne, mais ouais, ça se fait vraiment au feeling et ça fonctionne, en tout cas. Génial. Et alors, donc, t'es sélectionné. Donc, en fait, tu fais ta vidéo. Il se passe combien de temps entre le moment où tu sors la vidéo et le moment où c'est annoncé, la liste des riders invités? Alors, pour vraiment t'expliquer dans les détails les plus profonds, si tu veux, nous, en début juillet, il y a l'organisateur de la Rampage qui nous envoie un mail, qui est un premier mail en disant que voilà, la Red Bull Rampage revient à telle date, et est-ce qu'on veut y participer, oui ou non. Donc, c'est un premier mail, et on a une date butoir pour dire oui ou non. Et de là, on a une deuxième date. Je me souviens plus exactement, mais je te dis une bêtise, mais entre le 5 et le 17 juillet, on doit envoyer quelques clips ou vidéos, enfin des segments en tout cas, qui montrent qu'on est capable de pouvoir participer à la Rampage. Et on doit même expliquer avec un petit paragraphe de pourquoi on devrait être choisi par rapport à un autre. Donc au final, on se vend soi-même. Et voilà. Et ensuite, dans le mail, il y a bien stipulé, par exemple, le 27 juillet, date finale, où est-ce que les juges auront pris leur décision de qui sera invité et qui sera sur liste d'attente et puis qui n'est pas invité. Et je dirais autour du 5 août, on reçoit un mail soit avec une très bonne nouvelle ou soit malheureusement qui dit qu'on n'est pas sélectionné et que voilà. Donc oui, c'est soit tu reçois un mail qui dit bravo et qu'ils auront le plaisir de t'accueillir à la Rampage de l'année et puis voilà. Alors, quand donc si je comprends bien, la vidéo que tu as sortie, donc tu es allé en Utah au mois d'avril pour filmer une vidéo, tu l'avais pas sortie avant qu'ils te la demandent? Alors moi, je l'avais déjà sortie parce que pour moi, c'était déjà un projet vidéo dans un premier temps pour moi et pour mes sponsors qui m'ont aidé à participer pour cette vidéo. Et ensuite, je me suis servi de ces images, plus des images que j'avais fait, que j'avais jamais sorties en GoPro ou des choses comme ça. Et que là, moi, je me suis fait un petit montage pour une vidéo YouTube en privé que tu leur envoies. D'accord. Et en fait, il leur faut pas forcément... eux, ils veulent pas forcément une vidéo faite en Utah pour eux. Tu vois, ils veulent juste te voir rouler enfin, pas forcément en Utah, mais ils veulent te voir faire des choses qui correspondraient à la Rampage, en fait. Okay. Donc, tu peux filmer très bien avec ton téléphone des trucs incroyables et faire un montage et être sélectionné, en fait. Mmh. Alors, donc toi, t'as reçu le mail. Ouais. C'était quoi ta réaction quand t'as je me souviens très bien. J'étais chez moi, je faisais quelques trucs sur mon ordinateur et mon téléphone et en fait je savais que c'était ce jour-là qu'on devait recevoir le mail à 18h et en fait tu as été 18h05 ou 10 passé et en fait j'avais oublié que c'était ce jour-là. Et là, j'ouvre mon téléphone et je vois ce truc quoi, qui me dit que je suis invité à la Rampage. Et là, en fait, j'arrive pas à y croire. Tu vois, en fait, au fond, je me dis, ça se trouve, c'est une blague, quoi. Enfin, ou alors, ça se trouve, il s'est trompé de personne et ça se trouve, demain, je vais recevoir un mail en disant, désolé, on s'est trompé. Enfin, tu vois, je me suis dit, c'est pas possible. Et du coup, ouais, j'arrivais pas à y croire. Il m'a fallu, je pense, 5 minutes, tu vois, vraiment... à me dire c'est incroyable et puis j'ai même pleuré et tout. J'ai appelé ma copine direct pour lui expliquer, tu vois, pour lui dire je suis invité et tout et puis voilà, ouais, c'était assez incroyable quand même. En fait, je me suis dit ça y est quoi, c'est parti en fait. Il va falloir se préparer, il nous reste quoi
un mois et demi avant de tout paquer pour partir en Utah et va falloir tout gérer en fait, parce que c'est aussi à nous de tout gérer, tu vois, tout ce qui est logement, ce qui est voiture, parce que forcément quand nous en tant qu'Européens, faut qu'on prenne l'avion, faut qu'on loue une voiture, enfin voilà, et du coup il y avait toute la logistique à préparer et voilà, c'était parti quoi en fait. C'est fou. Et parce que moi je vois souvent sur Insta, sur Insta ou sur les réseaux, t'as les images de l'invitation. Donc voilà, William Robert, invited, wildcard du coup. Donc c'est bien toi le premier à savoir que t'es invité. C'est-à-dire que c'est pas boum toute la liste des invités. Alors non, dans un premier temps, en fait, les riders qui sont invités le savent, mais c'est vraiment privé, tu vois, c'est un mail privé et qui dit bien que, je veux pas dire de bêtises, mais je crois pendant 2 semaines, en fait, on n'a pas le droit de communiquer, sauf à nos sponsors et choses comme ça, parce que tu vois, il y a toute la préparation. Enfin, en général, les sponsors adorent, hein. C'est quand même une très bonne nouvelle. Et du coup, on n'a pas le droit de communiquer. Et ensuite, eux, ils font un communiqué de presse où est-ce que là, après, c'est vraiment partagé qui est invité officiellement, qui est sur liste d'attente. Mais nous, en tant que rider, tu vois, on ne sait pas qui sont les autres riders invités. Après, forcément, on parle entre nous et du coup, on se le dit. Mais sur le moment, ouais, tu sais pas qui y a d'autres, quoi, en fait. Okay. Donc là, tu apprends que tu es sélectionné, mais il t'est arrivé un truc avant. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, c'était en Pologne, pendant le Fest Session en Pologne, en fin juin. En fait, je me prends un crash sur le poignet gauche et pour moi, dans ma tête, je me suis recassé le scaphoïde, exactement les mêmes douleurs. Donc de là, j'ai quelques petites semaines, tu vois, d'arrêt. Enfin, j'ai des douleurs en fait. Et puis forcément, j'ai été voir un peu les hôpitaux et tout, qui trouvaient rien. Et au bout de 3 semaines, j'ai été voir ma chirurgienne qui m'avait déjà opéré du scaphoïde, qui là, elle m'a trouvé et qui en fait étaient les ligaments du scapho-lunaire qui étaient déchirés. Et pour le coup, au bout de 3 semaines, en fait, je pouvais déjà me resservir de ma main. En fait, je faisais exactement les mêmes choses que 3 semaines avant. Enfin, je roulais sans comprendre pourquoi. Et ma chirurgienne non plus d'ailleurs, parce que c'était un cas un peu particulier. Et voilà, qui m'avait proposé de me faire opérer, parce qu'il fallait que je me fasse opérer. Là, on est à quelle date là ? Donc là, on est déjà mi-juillet. Ok. Donc je sais pas encore que je suis invité à la Rampage. Ouais. Mais j'ai quelques événements prévus, tu vois, pendant le mois de juillet et début août. Et notamment un voyage au Canada pendant 3 semaines pour filmer. Et du coup, j'explique tout ça à la chirurgienne qui me dit que voilà, si je me sens de pouvoir faire, on laisse comme ça tout l'été et je me fais opérer au mois de septembre. Donc, moi, je dis OK, on fait comme ça. Entre-temps, j'achète une orthèse pour tenir quand même le poignet en cas de chute. Et arrive ce fameux mail au mois d'août. Donc forcément, moi, dans ma tête, va falloir que je voie la chirurgienne pour lui expliquer. Et rendez-vous du coup avec la chirurgienne en septembre, pour lui expliquer la situation, quoi. Enfin, je peux pas passer à côté, je peux pas refuser. Et qui me dit, si le poignet va, c'est parti, quoi. On repousse la date d'opération qui est du coup repoussée en novembre pour que je puisse participer à la Rampage, rentrer et me faire opérer. Et donc du coup, je me suis retrouvé à la Rampage avec mes ligaments scapho-lunaires déchirés, donc à devoir rouler avec une orthèse et voilà. Mais pas de gêne pour le coup. C'est pratique. C'est pratique. Est-ce que c'est quelque chose qui a joué sur ta manière d'appréhender l'événement, sur la compétition ? Est-ce que tu t'es mis des limites, des barrières, pour te dire il faut vraiment absolument pas que je tombe, ou est-ce que ça n'a pas vraiment joué de rôle par rapport à ça ? Alors, pas pendant la Rampage, mais
tout avant en fait. Bah tu vois, dès que j'ai eu le mail, j'ai reçu le mail et en fait je partais au Canada pour ce fameux projet vidéo pendant 3 semaines, peut-être 2 ou 3 jours après avoir reçu le mail. Et là, du coup, dans ma tête, ouais, c'était bon, bah, pour le coup, va falloir vraiment que je fasse attention à mon poignet et à pas retomber dessus. Et donc, ça m'a mis un petit stop, en gros, on va dire, jusqu'à la Rampage. Et en fait, quand j'ai vu que ça tenait et que ça fonctionnait, ben, pendant la Rampage, ça m'a pas du tout gêné, quoi. Et puis, tu vois, j'avais beaucoup travaillé avec ma coach mentale et qui m'avait fait oublier ce fameux poignet, quoi, en fait. Pour moi, c'était le même poignet droite que à gauche, quoi. Tout fonctionnait pareil. Un beau travail alors. Ouais, quand même. Parce que, alors, là, t'arrives à la Rampage. Donc, première participation. C'est un peu un rêve qui se concrétise. T'es avec le gratin mondial. Ouais. T'as là, pour le coup, vraiment toutes tes idoles. Et t'es le rookie. T'es un peu le bleu, quoi. C'est exactement ça. Et puis en plus, je pioche dans une jarre la plaque numéro 1, qui veut dire que du coup, je serai le premier à passer. Donc, ouais, en vrai, ça fait beaucoup de pression quand même. Première Rampage, le rookie, plaque numéro 1. Donc, ça va être moi qui vais être en premier à passer. Ouais, ça. Sur le moment, ouais, je me dis, waouh, ça fait beaucoup, quoi. Quand j'ai vraiment pris le papier numéro 1, il y avait carrément dans ma tête à me dire, je peux pas partir premier. Limite, s'ils veulent pas, je fais pas la Rampage, mais je peux pas partir premier. Et puis après avoir parlé en fait avec d'autres riders là-bas, bah tu vois, il y a Brett Reader que j'ai rencontré là-bas, que je connaissais depuis longtemps, mais pas personnellement. Et après en avoir échangé, il m'a même demandé si je voulais pas échanger la plaque avec la sienne, parce que en gros il m'a expliqué que c'était limite que mieux, parce que je voyais pas ce que faisaient les autres. Je partais chaud, parce qu'au final nous on s'entraîne juste avant qu'on parte. Et du coup, en fait, c'était que mieux, quoi. Parce que t'avais pas de vent, t'avais rien. Et du coup, je me suis dit, bah, du coup, trop bien. Je vais garder ma plaque, en fait. Et voilà. Donc, plaque numéro 1 à la Rampage devant tout le monde. Ouais. Avec tout le travail que tu avais fait avant avec ta coach, tu as réussi à gérer cette pression que finalement tu t'étais mise aussi, enfin, qui t'est tombée dessus. Tu as réussi à gérer, à faire ton truc. Alors, tu as fait un run qui était, selon tes mots, enfin, même selon t'as un run très prudent, on va dire. C'est clairement ça, ouais. T'avais une stratégie, justement? Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais? Ouais, pour moi, clairement, j'avais un peu... Enfin, je savais qu'il pouvait y avoir du vent, mais j'avais oublié cette option qui pouvait arriver pour le deuxième run. Et du coup, pour moi, dans ma tête, c'était, tu fais ton premier run tranquille. Vraiment, bah voilà, j'ai envie d'arriver en bas, quoi. J'ai envie de passer sous cette arche d'arrivée de la Rampage, en essayant de faire quelques trucs que je sais faire. Et ça s'est fait comme ça. J'ai quand même fait un flat spin sur un hip, donc du coup, fallait faire un 450, c'est pas un 360. Malheureusement, je pense qu'il y avait aussi un peu la part de la pression. Je me suis mis un peu trop long, donc j'ai été un peu trop loin, un peu trop pas assez tourné, ce qui fait que ça m'a vraiment stoppé. Mais pour le coup, je suis pas tombé. Et après, j'ai continué à faire mon run. Enfin, je suis vraiment resté focus dans tu vois, ce que je devais faire, en fait. Et donc, arrivé en bas, c'est sûr, j'étais un peu déçu, tu vois, en me disant, je pense que je pourrais faire mieux. Donc, j'avais quelques idées en tête et que j'avais d'ailleurs toute la semaine en creusant, hein, parce que quand tu fais tes modules, tu les fais en ayant des idées quand même. Et je me suis dit, le deuxième run, c'est maintenant qu'il faut que ça se joue, en fait. Tu vois, c'est là où est-ce qu'il faut tout donner.
maintenant que j'ai fait mon premier, dans tous les cas, je suis arrivé en bas sans tomber. Et bah, va faire le deuxième. Et puis, ben, s'il y a une erreur, il y a une erreur. Et malheureusement, ben, il y a eu le vent et pas de deuxième run. Alors, est-ce que dans ces conditions-là, on peut véritablement avoir de la frustration? J'imagine que tu as ce petit sentiment d'inachevé, tu n'as pas pu montrer ton potentiel, mais en même temps, quand on voit les crashs, quand on voit ce qu'on a vu à la Rampage cette année, le fait d'arriver déjà en bas en un seul morceau, déjà, c'est un peu une fin en soi. C'est déjà super bien. Ouais. Enfin, clairement, hein, pour moi, j'étais vraiment content, mais comme tu me dis, bah, au final, au fond, j'avais comme une frustration énorme, tu vois, à me dire, c'est pas comme ça que je voyais ma Rampage, en fait. Je sais que je suis capable de faire certains tricks et que j'en ai fait, je pense que j'ai fait 30% de ce que je sais faire à la Rampage, alors que ouais, normalement, j'aurais pu faire plus. Donc, il y a eu très grosse frustration, mais d'un côté, bah voilà, pas tomber. Et le problème, c'est que tu te dis, ben, je pense que ça n'a pas suffi au juge pour te dire, ben, est-ce que l'année prochaine, je vais être invité? Et malheureusement, oui, ça n'a pas suffi pour se faire réinviter. Et voilà. Donc, ouais, pour moi, frustration. Ouais. Après, ouais, alors, si t'as pas été... Alors, comme tu le dis, il faut montrer du contenu, c'est-à-dire faire une belle vidéo, et ça, il faut que tu le refasses plus ou moins à chaque fois, en fonction de ton résultat, voilà, j'imagine. En fonction de ton résultat. Donc toi, l'année dernière, tu t'es fait opérer en novembre. Ouais. Ça t'a immobilisé pendant un certain temps. Ouais. Jusqu'à début mars. Jusqu'à début mars. Donc j'imagine que c'était pas simple pour recréer ce contenu, cette vidéo, pour essayer de reséduire les juges. Bah déjà, t'as ça, et puis tu vois, t'as aussi ce truc à te dire, ben, je vais pas encore retourner en Utah, parce que c'est quand même une sacrée mission pour nous, tu vois, c'est quand même une sacrée logistique. Parce que comme moi, j'ai été faire ma vidéo de l'année dernière, et ben, je suis quand même parti avec 4 personnes, enfin, en tout, on était 4, tu vois, dont un caméraman, 2 amis à moi qui sont venus m'aider à creuser, parce qu'au final, tu filmes pas des choses existantes, tu crées aussi de nouvelles choses pour la vidéo. Et du coup, tu pars pour un certain moment. Donc tout ça, ça a un coût quand même. Et tu te dis, ben, je vais pas pouvoir le faire non plus tous les ans, en fait. Tu vois. Et puis même pour mes sponsors, je peux pas vendre ce projet tous les ans en disant, je vais en Utah pour essayer d'aller à la Rampage. Enfin, l'idée aussi, c'est de faire des vidéos. Faut que ça ait un sens, faut que ça ait une histoire. Mais tu peux pas raconter la même histoire tous les ans au même endroit. C'est pas possible. Et alors, donc, cette expérience un peu en demi-teinte, finalement, tu as quand même rempli l'objectif qui était de pas te faire mal, d'une certaine manière, ou pas te faire plus mal au poignet. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, sur cette Rampage, de cette expérience, de cette rencontre avec cet environnement que tu as déjà un petit peu vu, mais là, c'était le spot. Tu as fait toute l'expérience complète. Je crois même que tu as fait ton premier run de nuit, enfin, en toute fin de journée au crépuscule, ton premier run de tout en bas. D'entraînement, ouais, c'était... en fait, je crois que j'étais l'un des premiers, enfin, je pense même le premier, tu vois, à faire ma ligne du haut jusqu'en bas, et autant de fois, en fait. Je pense vraiment... Enfin, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a dit... ouais, je faisais vraiment partie des riders qui avaient le plus roulé sa ligne, quoi. Donc oui, c'était satisfaisant, sachant que il y a, je dirais, la plupart de la ligne qui a fonctionné du premier coup. Donc ça aussi, hein, c'est à prendre en compte, hein, parce que quand tu construis un module, il faut être sûr de toi, puisque comme dit tout à l'heure, t'as que 7 jours. Donc tout à la main, bah tu peux pas trop faire d'erreur, quoi. Donc oui, il y aurait vraiment beaucoup de choses, mais pour revenir au fait de ce qui m'a marqué, je dirais vraiment, c'est le côté aventure, quoi. Aventure avec mon équipe.
parce que c'est des moments que tu partages. Pour moi, ils sont inoubliables, quoi. Même, je vais vraiment au-delà du côté riding. Je vais vraiment côté semaine de creusage à construire la ligne. On a partagé des moments, c'était trop bien, quoi. C'était très dur, mais trop bien. Donc, pour resituer, donc tu as le droit alors, tu viens pendant une semaine, tu as ton équipe avec toi, donc tes shapers, donc les gens qui creusent ta ligne avec toi. Donc, toi, tu vas déterminer en gros la ligne, le profil, et donc ton équipe va t'aider à déplacer des tas de sable, de terre pour concrétiser ta ligne. C'est ça. En fait, le tout premier jour sert à repérer. En fait, on va tous sur le site, tous les riders avec toutes les équipes, quoi. Et en fait, on a toute une après-midi complète pour repérer où est-ce qu'on va passer, qu'est-ce qu'on va construire. Et de là, tu peux t'associer avec d'autres équipes. Tu vois, si tu as, je sais pas, un endroit où tu vas passer et une autre équipe veut passer, et tu t'associes et puis forcément, au lieu d'être 3, t'es 6. Donc forcément, le travail va plus vite et c'est plus simple. Mais oui, c'est un sacré processus, quoi, en fait. Ouais. Alors, l'expérience quand on arrive là, donc pour revenir sur ce qui t'a marqué, donc tu nous as parlé de l'expérience humaine finalement que tu vis avec ton équipe. Même si tu as déjà vu les autres athlètes, les autres pilotes sur d'autres compétitions, j'imagine que les voir à la Rampage, puis envoyer des trucs complètement déments, ça doit faire quelque chose. Tu vois, un Brandon Semenuk, qui est quelqu'un de magnifique à voir rouler, le voir en vrai sur ce terrain qu'il maîtrise à la perfection, puisqu'il a gagné plusieurs fois, je me rappelle plus exactement combien de fois il a gagné. 3 fois, je crois. Ça doit être, ça doit être magique. Oui, c'est assez dingue, quoi. Mais t'as quand même ce truc où est-ce que tu restes un petit peu aussi focus, tu vois, sur ce que tu fais. En fait, j'avais la chance de l'un de mes diggers qui est Seb Giraldi, qui était avec moi et qui m'a beaucoup aussi aidé, tu vois, à me refocus et à me recentrer sur voilà le pourquoi on est ici, en fait, et donc de pas essayer de trop m'occuper, tu vois, des autres, parce que forcément quand tu regardes un peu les autres, tu vois, vite tu peux te démoraliser ou te démotiver à te dire ah mais attends, lui il va faire un truc de dingue, moi ce que je vais faire à côté c'est ces petits joueurs, quoi. Alors qu'en fait non, tu peux très bien faire un truc bien plus technique et au final marquer plus de points. Donc ouais, ça a été vraiment important de se focus sur ce qu'on devait faire, en fait. Et alors après coup, donc là, tu as participé à cette Rampage. Qu'est-ce que t'en tires ? Est-ce que c'était conforme à l'idée que tu t'en faisais ? Est-ce que c'était finalement le rêve que tu avais ? Est-ce que c'était fidèle à ce rêve ? Ou est-ce que tu as finalement eu un sentiment un peu différent ? Enfin, genre expectation versus reality, quoi. Non, en vrai, je pense que c'était... en fait, je savais même pas à quoi il fallait que je m'attende. Mais en tout cas, clairement, j'en retiens que... je saurais même pas quoi dire, mais j'en retiens que du bien. Et c'est sûr, j'aimerais vraiment y reparticiper une deuxième fois. Même si ce sera pas 3 fois, mais j'aimerais au moins en refaire une, juste pour moi-même, et puis de finir en gros ce que j'ai commencé, tu vois, ce que j'ai pas pu finir. Mais clairement, ouais, c'était un peu ce que je m'attendais. Vraiment, je m'attendais à ça. Je pense même que c'était mieux, en fait. Ouais. Et t'étais prêt. Et j'étais prêt. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que j'avais pas forcément, tu vois, la pression. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ouais, j'avais pas cette pression, tu vois, de
qui m'envahissait même au moment du départ. J'avais pas cette pression en fait. J'étais vraiment focus, mais sans être oppressé, à commencer à avoir le cœur qui bat dans tous les sens, à plus savoir respirer. Non, j'étais vraiment focus sur où aller et où est-ce que je devais passer, quoi. Faut croire que le travail avec ta coach Faut croire, hein. a fonctionné. Ouais. On mettra ses coordonnées dans la description si vous cherchez un coach Non, mental. je la garde pour moi. Ouais, bon, ok, ça, tu fais comme tu veux. Alors, la Rampage, c'est quand même un gros morceau. Effectivement, on passe un petit moment dessus. C'est un événement interplanétaire. Pour les sponsors, c'est ultra important. Mais pour autant, il y a des gens qui décident de pas y aller. Comme les Anglais par exemple, comme Nico Vink a pas fait la Rampage. Alors Nico l'a fait plusieurs fois et, et la dernière qu'il avait fait, il était tombé et puis il avait pris un bon crash et en fait le format, enfin voilà, on pourrait vraiment rentrer en détail, mais ça serait pas à moi de décrire le format qui fonctionne pas. Voilà, Nico et même d'autres riders ont leurs idées et des choses, je pense, leur plaisent pas, et c'est aussi pour ça qu'ils ont peut-être arrêté. Et après, par contre, Nico est devenu juge de la Rampage pendant plusieurs années, jusqu'à, du coup, pas l'année dernière, mais l'année 2021. Et ça a été cette dernière. Okay. Et voilà. Donc ouais, je pense que c'était vraiment un choix personnel. Ouais. Ce qui est sûr, ce qui est délicat, et ça a fait parler beaucoup cette année, c'est le format de jugement qui est évidemment très subjectif, puisque en fait c'est très personnel d'évaluer un rider sur une évolution, sur un spot qu'il a shapé, sur des boss du style. C'est jamais très évident. Il y a eu pas mal de discussions cette année, et pas mal de discussions, même à l'époque d'Antoine Bizet. Ah ouais. Pas mal de choses ont bougé, d'autres non. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu veux en parler? C'est vrai que tu en penses? Forcément, je pense qu'il y aurait des choses à changer ou pas. Je sais pas comment ça pourrait être possible, mais par exemple, ce qui est compliqué, c'est le live en fait, pour nous en tant que rider, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu vois, dans ta tête, tu te prépares pour un deuxième run, mais sauf que t'as le vent, et en fait le live dure un certain temps, donc on peut pas non plus se permettre de passer une journée complète, ou voire même 2 jours, tu vois, parce que au final, on pourrait faire cette compétition sur 2 jours, enfin, pour nous, en tant que rider. Et le live dure un certain temps. Et du coup, c'est pas oppressant, mais il faut y aller. Si, tu vois, quand t'es là-haut, t'as 10 minutes. Si au bout des 10 minutes, t'y vas pas, c'est zéro, quoi, en fait. Mais le problème, c'est que quand t'as du vent, t'es obligé d'attendre. Tu peux pas y aller dans le vent, en fait. C'est tellement risqué. Donc je pense qu'il y aurait ce format live, et tu vois, je sais que je suis pas le seul rider, et je pense beaucoup, parce que ça a été une très grosse discussion. Il faudrait peut-être que ça soit un format à travers vidéo, tu vois, format peut-être jam, sans qu'il y ait ce live, qui pourrait durer sur 2 jours. Et par exemple, tu vois, en fin de journée, je sais qu'en fin de journée, il y a moins de vent, ou le matin, t'as moins de vent. Mais en plein après-midi, t'as quand même des très grandes chances que t'aies du vent. Donc t'as ce format qui est compliqué. T'as aussi le jugement, comme t'as expliqué. Moi, je me mets à la place d'un juge. Je pense c'est compliqué, tu vois. T'as le premier mec t'as le premier rider qui part. Comment tu peux te visualiser sur la note, sachant que t'as encore personne d'autre qui est passé. Donc en fait, le premier rider, c'est un peu lui qui donne la première note. Et ça a été un peu pénal, je pense, pour moi aussi, tu vois, parce que du coup, j'ai eu la première note, et c'est vrai que pour moi, la note que j'ai eue, c'était vraiment très très bas. Et forcément, quand tu donnes une note très basse à un rider,
bah mentalement, c'est quand même dur, tu vois, de dire attends, j'ai quand même fait ça et j'ai une si note, enfin une note si basse, quoi. Donc ouais, le jugement pourrait être différent. Par exemple, il pourrait se faire après que tous les riders soient passés, qu'ils aient peut-être plus de temps et qu'au moins, ben, tu vois, ils pourraient re-regarder les runs de chacun. Et là, je pense que ça serait plus simple pour eux. Parce qu'il faut se mettre aussi à leur place. Bah, vu que c'est un live, ils ont un temps imparti pour donner une note. Et c'est compliqué de se rappeler ce ce que font les autres riders, quoi. Donc ouais, il y a tout un tas de choses sur quoi on pourrait débattre. Ok. Donc toi, tu as envie de retourner à la Rampage? Ouais, j'aimerais, ouais. Tu te fixes des objectifs en termes d'échéance? Je pense que j'aimerais encore cette année, enfin l'année 2024. Et après à voir sur le futur, je peux pas te dire. Mais c'est vrai que forcément, si j'y retourne pas encore en 2024, bon bah peut-être que je vais me focaliser sur d'autres projets, quoi. Parce que bon, à un moment donné, ouais, si ça fonctionne pas, quoi. Alors, si tu fais pas la Rampage, ou alors même si tu fais la Rampage et que tu fais d'autres trucs, c'est quoi les choses que t'aimes et que t'aimerais faire? Ouais, il y en a une tonne. Non, j'aimerais forcément continuer dans le milieu de la vidéo, en fait, enfin faire des vidéos pour mes sponsors, peut-être différentes de ce que j'ai fait actuellement. Comme là, j'ai fait un projet un peu côté aventure avec Nico Vink en Équateur en août dernier. Qui sort quand, celui-là? Qui sortira en janvier normalement. Okay. Et pour le coup, ça a été vraiment un projet aventure. Enfin, tu vois, on a roulé du vrai freeride, on a roulé des volcans à des altitudes de malade où est-ce que rien n'est échappé et du coup, c'est vrai que c'était quand même assez intéressant. Et je pense qu'aussi, bah, on touche un petit peu plus de monde, tu vois, parce qu'il y a ce côté aventure, ce côté voyage. Et puis même pour nous, personnellement, c'est une autre façon de voyager avec le vélo. Parce que quand tu voyages avec le vélo pour aller à un événement ou pour aller sur une ligne où est-ce que c'est des grosses bosses, on sait ce que c'est, on sait où on va. Alors que là, quand c'est un voyage comme ça, tu sais pas du tout où tu vas. C'est vraiment le côté aventure, quoi. Tu sais pas comment ça va se dérouler, comment ça va rouler. Ça se trouve, tu vas arriver au point de l'altitude de dingue et puis ça va même pas être roulable. Donc ouais, peut-être, tu vois, me diriger sur des projets un peu plus comme ça. Après, il y a d'autres projets personnels, et même professionnels, tu vois, que j'aimerais peut-être faire plus tard. Peut-être un shop de vélo pour ma reconversion, je sais pas. J'aimerais avoir peut-être un petit café brunch. Il y a vraiment, j'ai plein d'idées, quoi. Okay. Ou peut-être faire le mix des deux, un concept store. Enfin voilà, c'est vraiment un truc que j'aimerais, ouais, pour plus tard en tout cas. Ok. Alors c'est intéressant ce que tu dis sur le côté. Je reviens sur le côté image, mais ce que tu me disais quand on préparait un peu cet enregistrement, c'est que tu avais le sentiment que le côté aventure, finalement, permettait de toucher beaucoup plus de monde que des vidéos de freestyle, de tricks. Pourquoi? En fait, le truc qui m'a donné, qui m'a montré ça, c'est un jour j'ai fait une avant-première, une diffusion pour le film que j'ai fait pour la Rampage, le documentaire, dans un magasin de vélo, donc avec du public. Et en fait, avant que ma vidéo soit lancée, c'était une vidéo de Andrew Lacondegui qui passait sur YouTube, où est-ce qu'il était au Pérou, et voilà, c'était vraiment un peu côté aventure, comme ce que j'ai fait en Équateur. Et les gens, en fait, m'ont dit qu'ils trouvaient ça juste fabuleux, en fait, parce qu'ils avaient l'impression de voyager, sans même regarder, je pense, le côté performance, parce que c'est pas juste, t'arrives avec ton vélo tout en haut et puis tu descends une pente de sable
si facilement. C'est quand même super raide. Enfin, voilà, c'est à une vitesse de dingue. Mais du coup, pour eux, ouais, ils avaient vraiment l'impression de voyager et je pense que ça leur parlait plus parce que limite, ce genre de vidéo, ils pourraient la re-regarder et re-regarder tout en se disant qu'ils ont l'impression de voyager. Alors que de l'autre côté, si tu fais une vidéo avec des gros jumps, des gros tricks, des gros... Enfin voilà, que du truc qui envoie du lourd, les gens, ils vont regarder une fois, mais ils vont jamais s'identifier dedans, en fait. Ils vont se dire, ok, c'est incroyable, c'est dingue la performance, mais j'ai pas envie de prendre mon vélo pour faire ça, quoi. C'est pas moi. Donc, je pense que ça touche plus de monde, ouais. Ce projet côté voyage, enfin, tu as aventure, en fait. Surtout aventure. Et c'est marrant parce que on se serait pas dit. Alors là, on voit les vidéos de Kylian, ouais, qui fait des trucs incroyables et qui effectivement dépasse les frontières du vélo, mais franchement, je pense que c'est assez nouveau, non? Enfin, de voir qu'une vidéo de vélo est capable de toucher du monde de l'extérieur et de finalement d'intéresser des gens qui sont absolument pas des pratiquants, mais juste par la qualité et la beauté des images. Ouais, parce que comme je te dis, pour moi, c'est t'as vraiment tu vois les autres pays en fait à travers une vidéo de vélo au final, mais les plans paysages sont tellement magnifiques que pour la personne lambda qui est pas du tout du milieu du vélo, va pouvoir découvrir en fait un autre pays en fait sans forcément voyager et avoir l'impression d'y être, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que pour moi j'ai vraiment l'impression que ça touche plus de monde. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel tu as envie d'aller, toi? Tu te vois faire plus de vidéos aventures que des vidéos de tricks? Actuellement, c'est dur à dire parce que les tricks, les jumps, c'est quand même mon truc. Enfin, c'est au fond, c'est ce que j'aime faire. Donc peut-être, après c'est encore plus compliqué, mais j'allais dire d'associer les deux, mais voilà, il y a des endroits dans des pays du monde où est-ce que tu vas pas trouver de jump, de super beau bike park, tout bien fait, mais peut-être avoir, ouais, plus tard. Peut-être avoir, je sais pas encore. Ok, donc ça c'est avant le concept store. Ouais, les dernières années. Ok. Alors là, on parle de projets vidéo, donc avec les sponsors. Donc en ce moment, le monde du vélo est en train on va dire pas de changer, mais de subir, on va dire, une espèce de vague post-Covid qui est pas forcément très simple. Ouais, c'est ce que j'allais dire, une crise, quoi, en gros. Comment est-ce que toi, ça t'affecte de manière très concrète? Alors, si je pose la question, c'est parce que jusqu'ici, on a parlé avec d'autres invités, Fred Glo, ouais. Momo. On a parlé avec ces gens-là de comment est-ce que l'industrie, le monde du commerce, très concrètement, dans les magasins, est affecté. Mais on se demande comment un pilote pro peut lui être affecté. Tu peux nous en parler un peu? Eh en fait, c'est tout simple. Hein. C'est si forcément une marque qui est dans le milieu du vélo est affectée par ça, enfin, va forcément devoir revoir ses budgets marketing. Et nous, on fait partie de ce budget marketing. Donc forcément, si elle doit couper des budgets, ils vont aussi nous couper nos budgets à nous, hein, pour forcément trouver la balance, en fait. Et c'est comme ça que ça nous affecte aussi, nous, en fait, tout simplement. Hein. Donc, est-ce que tu peux nous parler de toi, ta situation concrète à l'heure actuelle? Moi, par exemple, ouais, avec Norco, c'est ce qui se passe. Enfin, ça se passe très très bien. Hein, ça c'est super. Enfin, ça s'est toujours très bien passé. Et là, en fait, actuellement, ils m'ont tout coupé, ouais, tous les budgets, quoi. Donc je me retrouve sans budget de leur part au niveau financier, hein, je parle. Hein. Tout ce qu'ils peuvent m'aider actuellement, ouais, c'est par rapport à
à quelques cadres de vélo, à des vélos, enfin au niveau matériel quoi. Mais en tout cas côté financier, ouais, ils peuvent pas m'aider quoi. Ok. Donc ouais, c'est pour nous c'est aussi très contraignant en fait parce qu'au final on vit aussi avec l'argent des sponsors. C'est comme ça qu'on vit hein. Donc forcément si on n'a plus cet argent, c'est un peu compliqué de faire des projets, de vivre tout simplement quoi. Parce que, alors, sans forcément dévoiler de montant, mais en partie en proportion de ton budget annuel, une marque comme Norco, enfin, un sponsor de vélo, on va dire, ça représente quoi en pourcentage de ton budget? En pourcentage, par exemple, en général, la marque de vélo est quand même l'un de tes sponsors, enfin, en tant que rider, c'est l'un de tes sponsors principaux. Et moi, on va dire que ça représente, je pense, entre 30 et 40% de mon budget, quoi. Ok. Ouais, je dirais plus proche des 40% même, ouais. Donc là, tu as 40% de ton budget qui est que ouais. Ok. Et ça, c'est valable sur plus ou moins tous tes sponsors ou ça se maintient enfin, c'est quoi ceux qui cut et c'est quoi ceux qui continuent? J'en ai quand même quelques-uns, tu vois, enfin, en tout cas, Norco, oui, c'est cuté, mais j'en ai d'autres où est-ce que c'est en baisse, en fait, enfin, comme dit tout à l'heure, bah, ils ont des budgets à respecter et qui sont moins élevés qu'avant, et forcément, bah, nous, ça nous baisse aussi, enfin, en tout cas, pour nous garder, ils nous baissent les budgets pour pas tout nous couper non plus. Et voilà, donc ouais, j'en ai 2 ou 3 où est-ce que ça baisse, quelques autres où est-ce que ça continue, c'est pareil qu'avant, et ouais, c'est pas facile. Ok. Donc, comment tu vois ta saison 2024? Comment tu l'anticipes? Comment tu la programmes? Ouais, c'est quoi le profil de cette saison? Ben forcément, j'ai des projets pour 2024. Tu as différents projets vidéo, enfin en tout cas que je m'étais mis en tête. Et forcément, bah il y en a peut-être quelques-uns que je pourrais pas faire parce que il faut quand même un certain budget pour réaliser ces projets. Et oui, si tu n'as plus de budget vidéo, parce que avec quelques marques, on a un budget, pour rien cacher, on a un budget fixe qui est un fixe annuel, considéré comme un salaire. Et on a aussi, on peut avoir aussi des budgets médias qui nous servent pour faire des projets vidéo ou photos, enfin en tout cas médias. Et voilà, donc si on n'a pas ce budget salaire ni ce budget vidéo, ça va être compliqué de faire les projets vidéo que j'avais en tête, hormis moi mettre de ma poche des autres sponsors, de mon salaire. Mais après, ça commence à faire de sacrés budgets qu'il faut avoir. Ouais. Donc c'est là où il va falloir faire preuve de créativité et trouver des ressources. Voilà, mais tu vois, enfin, du coup, pour moi, il y a une autre possibilité, c'est aussi de trouver du sponsor extra sportif en fait. Et actuellement, j'en ai un qui me suit depuis 2 ans. Enfin, en tout cas, c'était la 2e année. Et voilà, qui est un ami aussi. Et je pense que ça peut tout être aussi bien que les marques dans le vélo en général, quoi. Parce que tu peux peut-être avoir au final un budget un peu plus conséquent et pour eux c'est aussi tout voilà, c'est tout bénef pour eux parce que c'est de la défisque pour leur société et puis il y en a certains qui sont quand même contents d'aider aussi un jeune, quoi. Bien sûr. En tout cas, si vous voulez aider un jeune, un jeune plein d'avenir et vous voyez, faites du sponsoring. Il est talentueux et il est. Je pense que vous avez vu à quel point il était sympa. On vous donnera, enfin, vous me contactez et puis je vous donnerai les coordonnées C'est gentil. de William. Est-ce qu'il y a d'autres pilotes que tu connais dans ton entourage qui sont dans la même situation? Ouais, je pense qu'on est
on est beaucoup. Parce que moi, tu vois, j'en ai parlé à quelques autres potes riders. Et en fait, quand tu apprends tout ça, dans ta tête, tu te dis ouais, ça se trouve, c'est peut-être moi qui a un problème. Pourtant, j'ai l'impression que tous les autres, en fait, on le montre pas. Donc, tant qu'on n'en a pas parlé, on le sait pas. Et après en avoir parlé, ben, en fait, tu te rends compte que c'est partout pareil. Et c'est aussi le même problème pour les autres. Et que voilà, je suis pas tout seul et on est plusieurs dans ce cas-là. Je crois qu'il y a aussi pas mal de teams enduro qui s'arrêtent. Enduro, descente, ouais, il y a tout un... Ouais, c'est vraiment compliqué pour la saison à venir. T'as des potes riders qui doivent, j'en sais rien, arrêter ou reconsidérer leur saison prochaine ou mettre un stop ou non? Pas là de tête. Enfin, en tout cas, j'ai pas entendu ça. Ouais. Ok. Parce que pour essayer de comprendre un petit peu le business model. C'est comment fonctionne le business model d'être un athlète VTT. Donc en fait la marque te donne un budget. Tu nous as dit il y a une partie salaire, il y a une partie budget qui est alloué à de la création de vidéos pour filmer. Donc dans le cas du projet vidéo, donc pour des athlètes compétiteurs c'est différent, mais là en fait toi ton métier c'est de créer de la vidéo, de créer de l'image. Ah bah alors tu peux pour parler budget, tu peux aussi avoir un budget qui t'aide pour les compétitions. Bon, certes, dans notre discipline, il y a pas énormément de compétitions, donc c'est un peu compliqué. Mais tu peux avoir après des primes de compétition, tu as des primes de podium. Et pour ma part, ben oui, c'est plus des budgets médias. Où est-ce que après j'en parle à mes sponsors en leur proposant un projet vidéo. Enfin, en général, c'est quand même plus un projet vidéo. Et après, ben, on trouve un terrain d'entente. Mais dans tous les cas, je sais que j'ai ce budget-là à respecter, en fait. Donc après, je peux essayer d'associer avec un autre sponsor si je vois que j'ai pas assez ou des choses comme ça. Donc, le sponsor te donne ce budget pour créer la vidéo. Donc, toi, ce que tu fais, c'est que tu es un peu un chef d'orchestre, un chef de projet. Tu vas monter ton équipe pour ton équipe avec laquelle tu vas creuser, construire le spot, même faire des repérages. Tu vas avoir ton équipe média que tu vas monter également. Ouais. Donc cadreur, pilote de drone. Ça représente quoi un peu une équipe projet pour un projet un peu... si on prend un de tes projets, la dernière vidéo que tu as montée justement sur la Rampage, sur ton expérience à la Rampage, c'était combien de personnes? Bah pour le coup là je pense que c'est pas le meilleur exemple parce que par exemple pour le projet de la Rampage, bah ça a été qu'une seule personne, c'est Damien Vergès Fast Focus qui a produit, qui a filmé parce que en fait pendant la Rampage on a le droit qu'à un seul média, c'est soit une personne qui fait de la photo ou de la vidéo, mais pas les deux. Très bien. Donc pour le coup pour moi je dirais que c'est vraiment différent, mais pour donner un autre exemple, en avril dernier, j'ai créé un spot entier proche de Lyon pour faire un projet vidéo qui sortira dans 2 semaines, en début décembre. Très bien. Et là, pour le coup, ça a été pour moi un projet un peu de rêve parce que on a vraiment construit un spot sur un champ. Donc il a vraiment fallu partir de zéro. Et là, pour le coup, tu vois, j'ai eu l'aide d'un ami qui conduit les machines. Donc, on a eu 2 machines, enfin même 3 machines pour construire. J'avais quelques potes qui étaient avec moi pour m'aider à la main à tout finir. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai mon pote Léo Groscurin qui fait des photos, qui a été présent, qui a tout filmé en fait la construction. Parce que je voulais en fait faire 2 projets vidéo en un, dont un qui racontait cette histoire de la construction, tu vois, on a fait des interviews, de voir comment ça se déroule en fait.
et qui ensuite a fait les photos de riding. Et ensuite, après, on est revenu avec un autre ami qui filme pour faire une vidéo finale vraiment sur le spot. Et là, pour le coup, en termes de personnes, ouais, ça représente beaucoup de personnes pour avoir créé un seul spot, quoi. Okay. Donc, je sais pas, je te dirais, avec l'aide de tout le monde, ça représente une dizaine de personnes, quoi. Ah ouais. Et par exemple, c'est quoi comme, je sais pas, comme idée de budget d'un projet comme celui-là ? Là, pour le coup, on a eu quand même pas mal d'aide sur pas mal de points, notamment la pelleteuse, la première pelleteuse, qui était très conséquente. On a eu l'aide d'une personne de chez Caterpillar qui nous a prêté la machine pendant 10 jours, donc sans frais. Donc ça nous a vraiment, on va dire, enlevé une épine du pied. Mais pour rien cacher, tu as un projet comme ça et c'est un budget très minime, hein, mais ça représente 17 500 € avec toute l'enveloppe, quoi, entre la création du terrain, les machines, le carburant, le caméraman, enfin les caméramans, le photographe, et voilà, c'était vraiment un budget très serré au final. Parce que pour payer tout ça, ouais, c'est pas énorme, quoi. Ouais. 17 500 €. Et pourtant, c'est quand même une sacrée somme. C'est une belle petite voiture. Et quand tu regardes les projets de Brandon Semenuk, par exemple, je sais pas, tu te dis ça vaut quoi des vidéos Alors, Brandon Semenuk a une boîte de prod, donc ouais. Il paye pas la prod et tout ça, mais c'est tellement léché, c'est tellement propre. Enfin, ça représente quoi, à ton avis, comme J'avais déjà un peu entendu un petit peu les budgets. Après, je sais pas si c'était vraiment ça, hein, mais je pense clairement que ouais, on est dans les 60 000, 70 000 $, quoi. Ouais, c'est pas les mêmes budgets encore. Hein. Ouais, c'est l'échelle américaine. Ouais, mais après voilà, c'est le résultat, il est là. Hein. Ouais, c'est Brandon. Ouais, voilà. Hein. C'est Brandon. Ok, donc un projet qui sort là d'ici. On va publier cet épisode quand ça, début décembre là, deuxième semaine de décembre. Donc il sort. T'as une date ? Alors la première vidéo côté histoire qui raconte la construction sort le 8 décembre et la vidéo finale sortira le 15 décembre. Ok, très bien. Tu nous enverras un peu les liens. Et donc un projet vidéo avec Nico Vink qui sort en janvier. Là, pour le coup, j'ai pas la date finale, mais ouais, en janvier. Ok. Et alors, faire ce projet avec Nico, j'imagine gros kiff. Ouais, c'était trop bien. C'était un peu le rêve, parce que j'adore Nico et enfin, pour moi, c'est une légende. C'est la personne la plus gentille, je pense, que je connaisse au monde. Et de faire ce projet avec lui, pour moi, j'avais une petite pression parce que lui, il avait déjà l'habitude de rouler ce genre de terrain. Il avait une très bonne condition physique. Et puis, j'avais un peu peur d'être le petit gars derrière, un peu le boulet, quoi. pour vraiment clairement dire les choses. Et en fait, non, c'était trop bien, quoi. Et il m'a tellement impressionné par sa condition physique. Il m'a tellement aidé. Il m'a carrément remonté mon vélo à un moment donné sur le dos, alors qu'on était quand même à 5200 mètres d'altitude, quoi. Donc, il avait déjà déposé son vélo, il est redescendu. Ouais, c'était vraiment une expérience de dingue, ouais. Ok, donc... Et sans nous dévoiler le truc, mais le synopsis, l'histoire derrière ce... Pour le coup, je pense que c'était vraiment le côté un peu aventure, tu vois, d'aller à un endroit qui n'a encore jamais trop été filmé et de rouler parce que là, pour le coup, on a roulé beaucoup de volcans. Ça a été de rouler des volcans qui n'ont jamais non plus été roulés. Et de montrer en fait ce décor, quoi. Donc ça a été ça. Puis on avait un guide incroyable qui tient un bike park en fait en Équateur,
Non, c'est pas le seul bike park, mais voilà, c'était un super bike park à découvrir. Et puis ouais, c'était le guide parfait, quoi. Il connaissait mais tout. Il nous avait fait le programme du premier jour jusqu'au dernier jour. Ouais, c'était incroyable. Ok. On mettra ses coordonnées là pour le coup dans les, ouais. dans les notes de l'épisode. Je recommande fortement. Bon, pas la coach mentale apparemment, mais en je la recommande aussi, mais je la garde pour moi. Okay. Donc là, on a quand même un petit aperçu de ce que tu vas faire en 2024. Allez, où est-ce qu'on te suit? Principalement sur Instagram. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas tous les autres réseaux sociaux comme TikTok, mais principalement Instagram, un petit peu sur Facebook quand j'y pense. Et après sur ma chaîne YouTube, ouais, j'ai pas non plus grand chose que je publie, parce qu'en général c'est pas moi qui publie les vidéos, mais okay. Mais voilà, peut-être qu'un jour je l'alimenterai un peu plus. Ouais. Alors pourquoi pas TikTok? Parce que pour moi c'est pas du tout enfin ça correspond pas du tout avec ce que je fais. Enfin c'est pas ce que les gens ont envie de voir sur TikTok, je pense. J'ai déjà eu TikTok, sans le cacher, pendant je pense 1 mois, et j'arrivais pas à m'identifier en fait avec ça, quoi. Pour moi c'était, même pour moi, ce que je regardais, ça avait pas d'intérêt, enfin j'avais pas d'intérêt à être sur TikTok, quoi. Ce que je voyais dans le film ne m'intéressait pas du tout, quoi. Alors que c'est vrai que sur mon Instagram, je pense 95% de ce qu'on voit dans mon fil, c'est que du vélo, quoi. Et c'est vrai que j'y vais, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'en suis, enfin tu vois, c'est pas, je me mets un peu de côté, mais ça me saoule assez vite, en fait. Je trouve que ça prend vite du temps, on est vite trop sur nos téléphones, et c'est vrai que moi, il y a des fois, surtout en ce moment, où je travaille beaucoup sur mon terrain à refaire, je me rends compte qu'en fait, il y a des moments où je passe des journées, j'ai pas ouvert mon Instagram de la journée, quoi. Et en fait, ça me fait du bien. En fait, je me dis, je suis vraiment dans mon monde, je suis dans mon milieu, et puis je me dis pas, tiens, j'ai vu un truc qui, tu vois, par exemple, une figure ou quoi que quelqu'un d'autre a fait, en me disant, ouais, c'est trop dingue. Du coup, moi, je sais pas faire ça, je suis nul. Au moins, je me dis rien de tout ça, tu vois. Okay. Je suis loin de tout ça. T'es pas influencé. T'es pas non plus influenceur. Non, voilà, j'essaye de pas être influencé, parce que je sais qu'en fait, ces réseaux sociaux, tu peux vite être influencé, tu vois, à passer du temps à regarder, et puis peut-être que je me trompe, mais vite à te dire que ce que les autres ont, c'est mieux que ce que tu as, ou tu vois, ou c'est des choses que tu rêverais, et puis du coup, après tu fermes ton téléphone et tu te dis, tu regardes devant toi et tu te dis, en fait, j'ai pas tout ça, tu vois, et puis après tu vas te poser plein de questions, et alors qu'en fait, moins tu passes de temps dessus, moins tu te poses ces questions-là, quoi. Tout simplement. Hein. Retenez ça, les amis. Je sais pas si j'ai tort, mais en tout cas, c'est mon point de vue. C'est ton approche, et je pense qu'on serait bien inspiré, et moi le premier, d'en inspirer justement. En fait, pour rien cacher, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, tu vois, maintenant, quand on travaille sur des projets vidéo où est-ce qu'on passe du temps à faire et qui nous coûtent de l'argent, et quand on sort ce projet vidéo, c'est viral, en fait. Enfin, il dure une journée et le lendemain tout le monde a oublié, alors que je sais pas, il y a 6 ans en arrière, t'étais trop content d'aller chez toi sur ton ordinateur pour aller sur Pinkbike ou Zapix ou des choses comme ça, pour regarder les dernières vidéos qui sortaient, et puis c'était incroyable. Alors que maintenant c'est devenu tellement viral qu'une vidéo au final faite avec ton téléphone qui t'a pris 0 € va fonctionner mieux que... Donc je trouve ça, moi c'est pour ça que je trouve ça, c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage, en fait. Donc c'est mon point de vue, ouais. Sachant que toi t'es de 93 et que tu parles de vidéos internet,
Ouais. Et moi, j'ai connu les VHS. Ouais. Tu devais acheter ta cassette vidéo et la mettre dans ton truc. Et effectivement, je crois que la relation au contenu aujourd'hui est très différente puisque le contenu se consomme de manière aussi rapide qu'il est créé finalement. C'est ça. Donc, Tu vois, avant, t'avais les magazines. T'avais plein de magazines différents, que ça soit avec du freeride, enfin plein de trucs. Et que du coup, t'étais trop content d'aller acheter ou d'attendre le prochain numéro qui sortait le mois d'après. Mais maintenant, ça n'existe plus. Enfin, tu vois, maintenant, c'est compliqué à un magazine de lui dire bah, j'ai fait un projet vidéo avec des photos. Ça serait trop cool qu'on fasse un article. Mais au final, la vidéo sera déjà sortie. Les gens auront complètement oublié. Et ça n'aura plus autant d'impact qu'avant, en fait. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est que les gens ne prennent plus vraiment le temps, tu vois, d'apprécier. C'est bête, mais maintenant, une vidéo, les gens, ils la regardent sur leur téléphone. Tu sais, quand je filme avec mes potes ou quoi, que je vois qu'ils filment en 4K et tout, ça a un intérêt pour nous qui connaissons, parce qu'au final, en fait, la vidéo, on va quand même la regarder sur un grand écran et tu vas l'apprécier. Mais pour le public, les gens, ils vont voir ta vidéo et ils vont la regarder sur leur téléphone entre deux choses qu'ils sont en train de faire. Et puis, et tu vois, ils vont pas être immergés dedans. Tu vois, avec la musique que tu t'es cassé la tête à chercher pour que tout aille bien. Donc, il y a tous ces petits détails que les gens feront plus attention, en fait. Ne font plus attention. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Ok. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je crois que là, on sait d'où tu viens et on sait où tu vas. Les gens, ils vont me détester. Ça, on leur laissera la libre appréciation de ce choix. Et alors, justement, pour ces gens qui vont te regarder, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme sentiment, impression, comme trace de quoi est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent en pensant à William Robert? C'est une bonne question. Je trouve que c'est dur à dire parce que je trouve vite que ça peut soit devenir vite prétentieux, mais non, je sais pas. Le 3-6 flat spin. Ça, je pense que les gens ils l'ont assez vu, mais non, c'est plus le gars qui est assez pro, tu vois, dans son milieu, dans le domaine de faire de la vidéo, de l'image, et moi, c'est ce que j'aimerais laisser, en fait. C'est de vraiment... je suis pro dans ce que j'aime faire de la vidéo, et j'aime montrer un peu le travail qu'il y a derrière, que les gens apprécient, essayent d'apprécier, en fait, le résultat, quoi. Donc ouais, c'est vraiment de laisser, je sais pas, le côté pro, je pense. Ouais. Ok, très bien. En tout cas, je pense qu'on a bien vu, et je trouve que c'est super intéressant de voir ce côté professionnel, c'est-à-dire cette approche professionnelle d'un sport que les gens ont tendance à voir comme, en fait, les mecs, ils débranchent le cerveau, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, tu te lances du haut d'une falaise avec un vélo, et on a tendance à se dire que en fait t'as juste complètement débranché ou que t'es complètement fou, alors qu'en fait on passe vite pour ça, en fait, comme tu dis, hein. Et certes, je pense qu'il y en a, mais on n'est pas tous comme ça. En tout cas, moi, je sais que tu vois, je réfléchis beaucoup avant de faire des choses. Oui, c'est sûr, je fais des trucs de malade peut-être, mais j'avoue que avant de le faire, mentalement, c'est pas facile. Et je pense à tout ce qui pourrait y avoir comme problème ou quoi, et je suis vraiment réfléchi, ouais. Ça, c'est un bon... Ouais, je pense que c'est un bon point et que beaucoup de gens devraient entendre. En tout cas, j'espère que vous êtes nombreux à avoir entendu ça. Dernière question, donc où on te suit, donc Insta. Si je devais inviter quelqu'un que tu connais, si tu devais entendre ou voir quelqu'un dans un prochain épisode d'En roue libre, qui est-ce que tu aimerais voir ou entendre? Je sais pas, il y en a vraiment
plusieurs, mais tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais eu Pef au téléphone et clairement, j'aimerais bien. Bah, ouais, ça me ferait vraiment plaisir d'entendre Pef, quoi, parce que je sais qu'il a vraiment plein de choses à dire. Alors, Pef, c'est Pierre-Édouard Ferry. Ouais, Pierre-Édouard Ferry, un autre Français qui a participé à la Rampage et qui a été juge à la Rampage. Aussi, si je me souviens bien. Et il a jamais été juge pour le coup okay. à la Rampage, mais oui, il a participé sur des Crankworks à de nombreux Rampage. Ouais. Donc Pef qu'on salue et avec qui j'ai échangé tout à l'heure au téléphone. Donc ok, très bien. Donc Pef, pas mal. Allez, un deuxième pour la route. Bon, je pense à Nico Vink. Allez. Bah c'est sûr, ouais. Enfin ouais, c'est parce que moi j'étais resté un peu en tant que français, mais au final c'est vrai que Nico parle français. Oui. Et on se limite pas aux francophones, on va parler anglais aussi bientôt. Ok, ouais. Mais forcément ouais, Nico ferait vraiment partie de quelqu'un que j'aimerais écouter aussi, même si je le connais très très bien personnellement, mais ouais j'aimerais vraiment l'écouter aussi, ouais. Parce que c'est vraiment des personnages où est-ce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre et beaucoup à entendre. Ouais. Ok, donc non, Nico avec plaisir. Faut que je lui passe un petit message. Je lui en toucherai un mot. Ouais. Ok, top. Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment, William. Merci à toi, Antoine. Pour ce moment. Merci à vous d'être toujours là. Ouais, merci. On en est à 1h47 d'enregistrement. Je pense que c'est l'épisode le plus long. Mais je vous ai prévenu, c'est un nouveau format dans lequel, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir. Je sais pas pour toi. Je pense qu'on aurait même pu continuer. C'est vraiment cool. Donc, ouais. C'est vraiment un grand plaisir. Ouais. En tout cas, j'espère que ça s'est vu et entendu, qu'on a pris du plaisir tous les deux pendant cet entretien. Moi, je crois que j'aime beaucoup et ça me plaît énormément parce que avoir des conversations intéressantes, enrichissantes avec des gens, c'est top, mais les avoir en vrai, en live, ouais. C'est beaucoup plus, je pense, concret, profond. Enfin, il y a cette interaction humaine, voilà. Et donc, en tout cas, vous allez en voir d'autres parce que moi, ça me plaît. Ah ben carrément. Ouais. Franchement, ça me plaît beaucoup. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette. Merci beaucoup. Ou écouté cet épisode d'En roue libre. Et en tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à suivre William et à m'envoyer vos petits messages si vous voulez le sponsoriser. Je vous donnerai ses coordonnées. Je vais pas me sentir très à l'aise, mais oh, t'inquiète pas, je ferai l'intermédiaire. C'est gentil, merci. Bon, merci à tous et puis on vous dit à très bientôt. Allez, salut, bye. Salut.